Invité et bonjour à tous. J'espère que vous me pardonnerez toutes les petites erreurs que je vais faire parce que c'est la première fois que je donne un webinaire, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle maintenant, dans de telles conditions. Je suis quelqu'un qui aime d'interagir directement avec les personnes et aussi parler à mon écran, ça me fait un peu bizarre, quoi. Bon, bah. Alors, c'est pour présenter ça, un papier qui n'est pas terminé, qui est en cours, mais enfin qui est quand même assez bien avancé, je pense, avec lequel nous travaillons ensemble depuis quelques temps, bien avant le Covid, avec Christian Behrens, que vous connaissez tous, et Sergei Kishko, de la High School of Economics à Saint-Pétersbourg, avec lequel Christian et moi entretenons des relations étroites. Alors, tous les transparences sont en anglais, mais je vais parler en français. Je crois que le titre est suffisamment évocateur pour tout le monde. Ce sera de l'économie urbaine, mais pas au sens traditionnel. Vous n'allez pas retrouver la ville monocentrique, vous allez retrouver du résidentiel, du quartier business district, des choses de ce genre-là, mais enfin des commuting costs, bien entendu, mais ça diffère du modèle standard. Alors, quelques petites remarques, comme ça en passant pour vous adressez à l'économie urbaine, c'est intéressant, mais vous connaissez tout ça, mais reste le chiffre me paraît hallucinant. J'étais dans le Washington Post il y a quelques années. Oui. Si on prend tout le temps de travail, tout le temps passé par les Américains pour se déplacer, aller au travail, sur une année, ça fait à peu près 3,5 millions d'années. C'est quand même quelque chose d'assez hallucinant. Mais alors, qui est tout récent, oui, ça vient ici de septembre. Regardez, parce que ça va nous intéresser, ceci, c'est le fait que, regardez, c'est à New York, à San Francisco, il y a déjà 80% de gens qui bougent en plus entre mars et juin. Et pour beaucoup, ils vont en Floride. Bon. Alors, mais regardez dans d'autres endroits. Ils vont carrément en banlieue, à Boston, 38% d'augmentation, Dallas, 58%, Los Angeles, je dis 62%, San Francisco, 77%. Alors, ce n'est pas un truc uniquement américain, parce qu'on peut dire, oui, sur les Américains, ils bougent très facilement. Sergei nous a trouvé à Saint-Pétersbourg, alors Russie, pas Floride, mais il y a un accroissement de 43% pour les logements. Alors, vous voyez, des maisons. Donc là, on sent qu'il faut plus d'espace. Peut-être on peut s'isoler un peu plus, la voie, mais comparé à l'année précédente. Et en plus, ce qui est intéressant pour nous aussi, c'est que le type de logement qui est demandé suggère que ça s'adresse plutôt aux classes moyennes supérieures. Et ce sont des éléments qu'on va reprendre dans la présentation. Alors, est-ce la fin des villes, vous savez, ces titres un peu sensationnels de certains journaux? Non, regardez, je suis tombé en cherchant par hasard, j'avoue. C'est une étude qui a été faite par tout un groupe de chercheurs, pas spécialement des économistes urbains, plutôt des statisticiens, des gens qui cherchent à partir de données d'en extraire des choses sans connaître la théorie économique. Mais néanmoins, ils trouvent chose intéressant et se posent la question comment, à l'intérieur du MIT, les gens collaborent, aussi bien en matière de publication qu'en matière de brevets. Et vous voyez ici, j'ai mis en rouge, c'est une constante, ce qui est en rouge sont les phrases principales, c'est que ça reste, alors regardez, ça reste quand même quelque chose de très important. Cela, malgré le fait qu'il est, regardez, abondance, nous disent-ils, et effectivement, le MIT, je me souviens d'un premier voyage en 83, installait déjà des ordinateurs à peu près partout. Donc, malgré le fait qu'il soit suréquipé par rapport à nous, vous voyez que la proximité physique joue un rôle extrêmement grand encore. Et maintenant, en ce qui concerne le travail à domicile, alors il y a un papier qui est sorti il y a 5 ans, 4 auteurs. Alors ce papier est très intéressant parce qu'un des auteurs est le CEO d'une grosse boîte chinoise de société de voyage. Et donc ce qu'il a fait, c'est prendre une partie de son entreprise. Je suis désolé pour ceux qui connaissent ce papier. Il a pris une partie de son entreprise et leur a demandé, bon, ben, vous restez travailler à domicile. D'accord. Est-ce que vous aimez ça? Et ça a duré quand même, vous voyez, 9 mois, ce n'est pas rien du tout. Alors, l'article est très, très positif en ce qui concerne le travail à domicile. Mais néanmoins, quand on demande, ils reconnaissent que quand ils demandent aux travailleurs ce qu'ils souhaitent faire après, ils avaient quand même la moitié qui souhaitent revenir au bureau. Et seulement 35% qui considèrent que rester à domicile est leur choix préféré. Donc, c'est quand même pas fabuleux. Alors, je vais l'évoquer tout à l'heure, il y a une littérature ancienne qui existe, enfin ancienne, relativement ancienne qui existe en psychologie et en management,
En économie, c'est un des rares papiers qui soit sorti dans une revue de haut niveau. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans ce papier? C'est se poser un peu la question du travail à domicile dans un contexte, on va dire, pour faire très simple, avec deux localisations, une localisation sous différents types d'entreprises, l'autre localisation où habitent les gens. Et la conclusion, pour le dire très simplement, que ça fait très économiste, mais c'est bien et mal. Mais ici, c'est bien et mal d'une façon qui est relativement claire, c'est que dans une première phase, ça a l'air, c'est bien, semblerait-on, mais dans la deuxième phase, si on continue, c'est plus bien du tout. Et donc, en gros, ce qu'on va retrouver dans beaucoup d'endroits, ce sont des courbes en cloche. Et donc, pas mal de variables vont augmenter, des variables qu'on souhaite qu'elles augmentent. À partir d'un certain moment, donc le sommet de la cloche, elles vont commencer à diminuer. Alors, je viens de vous le dire, la littérature en psychologie, elle est énorme. Il y a des médecins également qui travaillent sur ça, parce que l'isolement des travailleurs crée un sentiment un peu, allez, pour faire facile, on est un petit peu découragé, on se sent détaché, on n'appartient plus à un groupe, etc. On n'a plus l'impression d'être dans l'entreprise, on devient un petit peu dépressif. Il y a aussi pas mal de problèmes dans la gestion. Au début, c'est bien au moment du Covid parce qu'il y avait les enfants à la maison, donc on s'est dit c'est une solution. Mais après, il faut interrompre, il faut aller chercher les enfants, il faut partager le travail dans le couple, etc. Donc, ce n'est pas aussi évident qu'on pourrait prétendre. Et depuis le Covid, nous avons un énorme, dans les publications du CEPR, entre autres, les Covid numéro 1, ils sont à 50 maintenant. Alors, cette littérature empirique est très, très inégale et surtout que, bon, qu'est-ce qu'on a comme données 3 fois rien. Donc, je pense qu'il faut être prudent avec ce genre de choses. Surtout que l'expérience, comme je viens de dire, l'expérience du travail à domicile s'est faite dans des conditions tout à fait exceptionnelles dont on peut espérer qu'elles ne durent pas trop longtemps. Alors maintenant, rapidement, vous présenter le modèle. C'est un modèle théorique, on n'a rien d'empirique. On croit, il n'y a rien, on ne pense pas qu'on puisse en détailler des choses, sauf si vous avez des données fantastiques que nous ignorons. Alors, on va avoir, on a deux types de travailleurs, les qualifiés et les non qualifiés. Okay? Et tout ce qui existe dans la littérature, qui est surtout américaine, c'est que on est à 8, 7, 8, 9% de travailleurs qui travaillent à domicile. Alors, c'est un peu imprécis parce que ce qui travaille à domicile à temps partiel, une semaine ou deux, ou toute la semaine, comme les définitions changent de papier à papier, c'est un peu compliqué. Mais le chiffre est quand même relativement bas avant le Covid. Mais ce sont principalement des travailleurs plutôt qualifiés que non qualifiés. Et c'est pour ça que nous faisons une distinction entre les deux types de travailleurs. Alors, les travailleurs qualifiés vont être soit des travailleurs à domicile, soit des travailleurs, disons, au bureau, et nous les considérons comme des substituts imparfaits. Vous verrez comment on fait ça tout à l'heure. Alors, puisque ça s'appelle aussi télécommuting, il est évident que c'est même l'élément clé. C'est le commuting cost ont joué un très grand rôle dans le papier. Et ceux qui font du télécommuting sont des travailleurs qualifiés. Mais on a aussi, ça, notre truc, ça vous connaissez tous, c'est que nous avons quand même les fameux spillovers. Et ces effets de débordement, eux, ils se produisent uniquement parce qu'on sait qu'ils sont très, très localisés. Vous connaissez les papiers, je ne vais pas vous les mentionner. C'est quand on est réunis, on travaille ensemble dans le même espace. Faute de quoi, on n'en bénéficie pas. D'accord ? Donc, d'un côté, quand je reste chez moi, je bénéficie, j'épargne mon commuting cost, mais je ne profite pas du spillover. Enfin, on va avoir un secteur de la construction. On a le marché du sol, mais on a aussi un marché des logements. Et les logements sont utilisés par toutes les firmes et par tous les travailleurs. Alors, logement, buildings en anglais est plus neutre. C'est bâtiments, si vous voulez, ça peut être mieux. Alors, nous avons trois facteurs de production, le sol et deux types de travail, travailleurs qualifiés et non qualifiés. Alors, trois secteurs, c'est un peu plus que ce qu'on fait dans plusieurs modèles d'économie urbaine. On a évidemment le secteur de la construction parce qu'il va être crucial et vous allez voir pourquoi. Alors, nous avons le secteur final qui produit un bien de consommation qu'on va prendre homogène, mais on pourrait le prendre différencié. Bon, ça ne fait qu'introduire des petites choses en plus. Nous avons surtout le secteur intermédiaire qui est un petit peu dans l'esprit de certains modèles de croissance endogène à la Römer, Helpman et Grossman. Bon, ce secteur intermédiaire, Fujita aussi a fait ça,
Ce secteur intermédiaire, on a le coût fixe représente le coût de recherche et développement qui va permettre le fait de créer une nouvelle variété de biens ou un nouveau bien intermédiaire qui sera utilisé par le secteur final, qui lui se trouve avec une technologie de type CES, donc plus large. Et l'intervalle, le plus grand est le nombre de biens intermédiaires, plus il devient efficace. Alors, on verra les formes de concurrence, les mentionne ici. Vous voyez le secteur final et la construction, on est très simple. Rendement constant et concurrence parfaite. Alors, le secteur de la construction utilise bien entendu du sol pour construire les bâtiments, c'est clair, et des travailleurs non qualifiés. Alors, le secteur final, lui, on pourrait le faire un peu plus compliqué, mais vous allez voir, c'est assez simple. Il prend des logements et du travailleur non qualifié. Alors, ce qui est plus intéressant pour vraiment l'objectif premier du papier, c'est le secteur intermédiaire qui lui fonctionne. Alors, on est à un rendement croissant et en concurrence monopolistique, parce que les coûts fixes sont les dépenses de recherche et développement. Et à ce niveau-là, on a besoin des travailleurs qualifiés et on a besoin de bâtiments. Alors, c'est là de savoir si ces travailleurs qualifiés vont être dans les bâtiments, combien on va prendre de bâtiments, ou s'ils vont rester chez eux. Et puis, il faut produire évidemment les variétés qui, elles, nécessitent également du bâtiment, pas les mêmes que ça, et qui travaillent des travailleurs non qualifiés. Je vous en prie, interrompez-moi si la moindre question, je sais bien que c'est un peu plus compliqué, mais j'aime bien avoir des questions, vous ne soyez pas gênés. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, rapidement, les spillovers, c'est pour ceux qui vont au bureau, et ceux qui restent chez eux, ils épargnent le commuting cost. C'est la grosse différence. Donc, on a, si vous voulez, ici, on a un trade-off. Ce qui est intéressant, c'est que dans un cas, le spillover, c'est un trade-off qui est social, dont tout le groupe participe. En revanche, si j'épargne mon commuting cost, c'est plus personnel. On va voir que même là, il y a des questions qui sont intéressantes, qui ne sont pas tellement posées. Alors, les préférences, très simples. Très simple. D'un côté, Stone-Guéret pour les travailleurs qualifiés, les travailleurs non qualifiés, Cobb Douglas. Donc, Stone-Guéret, c'est la Cobb Douglas si je n'ai pas ça. Alors, vous l'oubliez pour l'instant. Donc, pour l'instant, ça veut dire que fondamentalement, les travailleurs ont des fonctions de préférence Cobb Douglas. Néanmoins, pour les travailleurs qualifiés, on va introduire une nuance, en ce sens que si nous sommes dans un régime de moyen ou long terme, et d'après les déménagements de certains Américains, le moyen terme peut être un relativement court terme. Si on reste travailler à domicile, dans un appartement de 60 mètres carrés à une famille de 4 à Paris, et que les deux travaillent à domicile, ça devient extrêmement problématique au niveau de la consommation de l'espace. Donc, je vais simplement dire, ρ, c'est quoi? C'est le nombre de jours, c'est la fraction de temps de travail sur la semaine. Disons le nombre de jours ou de demi-journées où on travaille à domicile. Au 0, on va tous au bureau. 1, on reste tous à domicile toute la semaine. Donc, mais ce que nous consommons réellement au sens que nous en tirons une satisfaction, c'est ce que nous louons ou achetons, la taille de l'appartement ou de la maison que nous louons ou achetons, moins un bureau, disons une pièce, voire 2 pièces s'il y a 2 personnes, ou ça dépend de combien d'ordinateurs, etc. vous avez besoin. Et nous verrons à plusieurs reprises qu'on va prendre une fonction un peu spécifique ici quand nous faisons l'analyse numérique, parce qu'elle a le mérite aussi d'être très sympa, mais j'y reviendrai plus tard. Donc, ici, on a Stone-Guéret, c'est-à-dire il nous faut un minimum, il nous faut au moins ça pour bosser, si nous restons à la maison un certain nombre de jours par semaine. À la limite, on peut travailler dans sa chambre, enfin, il faut aménager la chambre. Il faudrait peut-être qu'une chambre un peu plus grande, parce que sur un bureau, dans la chambre, ça devient quand même un petit peu juste. Enfin, je crois qu'intuitivement, à court terme, non. Pour beaucoup, quand on a vécu le problème du confinement, on a fait comme on a pu. Mais on peut penser que les gens vont quand même s'ajuster, et on le voit, ça commence déjà à se faire dans certains pays. Alors, les coûts de déplacement, c'est des coûts d'iceberg, très, très traditionnels, taux S pour les travailleurs qualifiés, et on normalise à 1 celui des travailleurs non qualifiés. Ça évite de multiplier trop de symboles. Alors, regardez bien ici. Il y a déjà une différence qui est intéressante. Alors, WS, W, c'est celui-là. Alors, ça, c'est le salaire que paye l'entreprise.
Oui, mais attention. La ligne d'entreprise, si nous allons travailler au bureau, elle nous paye WS. Mais l'entreprise sait que notre revenu réel, par période, par journée, tout ce que vous voulez, ça va être WS sur taux. Parce que nous subissons une perte de temps de travail, par exemple, le temps de trajet. Il y a une forme de substitution qui fait que ça équivaut à une perte de revenus. Le temps de commuting que nous consommons peut être estimé, on sait qu'il y a des estimations du temps de travail qui sont faites et qui augmentent avec le revenu, de sorte que quelque chose de proportionnel n'est pas trop mauvais. Et donc, vous voyez ici, c'est de dire quoi? C'est que si nous travaillons à temps plein au bureau, rho vaut 0, on oublie ça, pas de problème. Maintenant, si nous travaillons à temps plein à domicile, rho vaut 1, ceci disparaît. Et donc, nous nous retrouvons avec ici, rho vaut 1, nous nous retrouvons avec WS divisé par taux, et taux est plus grand que 1. Donc, ceci, c'est le salaire net des commuting costs, qui est plus bas que le salaire payé par l'entreprise. Et en fait, si on nous dit vous travaillez 2 jours par semaine, rho égale 0,2, 3 jours au bureau, rho égale 0,3, vous voyez qu'on a une combinaison convexe des deux salaires correspondants, et voilà le salaire que va payer l'entreprise à quelqu'un qui se partage entre le bureau à raison de 1 moins rho et rho à son domicile. Mais le travailleur, lui, qui quand il va aller au bureau, il va quand même Jacques, pour une fraction. Pardon? Excusez-moi, on a une question là de Oui, Florian Mendris. Donc, je vais inviter Florian à poser sa question. Florian. Oui. Vous m'entendez? C'est bon? Oui, très bien. Oui, juste une question qui m'est venue en voyant le fait qu'on avait 2 fonctions d'utilité différentes pour les skilled et unskilled. Jusqu'à quel point l'hypothèse que les unskilled travaillent forcément au bureau et ne puissent pas télétravailler est-elle importante dans la mesure où vous motivez l'hypothèse par le fait qu'effectivement, avant Covid, le télétravail était essentiellement un phénomène de travailleurs qualifiés, mais il semblerait qu'avec la Covid, on se soit rendu compte que même des fonctions où ce sont occupées par des travailleurs moins qualifiés pouvaient se faire depuis la maison. On pourrait mettre ça voudrait dire qu'on devrait mettre trois catégories de travailleurs. Les travailleurs qualifiés resteraient les qualifiés, et parmi non les qualifiés, il y en a quand même un certain nombre qui, je ne vois pas très bien dans le secteur de la construction, par exemple. Mais dans les services. Le personnel d'entretien, etc., dans les entreprises. On est d'accord. On sait aussi qu'il ferait 3 types de travailleurs à ce moment-là. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, l'hypothèse n'est pas cruciale pour les résultats. Non, je crois, non. Écoute, je ne peux pas te répondre non avec probabilité 1, parce qu'il faudrait que je le fasse, mais a priori, je ne vois rien dans le traitement du modèle qui ferait que, si ce n'est d'ajouter des choses un peu plus, mais qui changerait fondamentalement les résultats. Non. Non, parce qu'à ce moment-là, il faudrait faire, tu vois, le même genre de travail qu'on vient de dire ici pour les travailleurs non qualifiés, pour ceux qui auraient la possibilité de travailler chez eux. Je comprends. D'accord. C'est ça qu'il faudrait faire. Donc, voilà, c'est la différence. Alors, le rho ici. Alors, le rho, alors. Carl a aussi une question. Voilà. Oui. Carl a également une question. Oui, justement, c'était sur le salaire payé par la firme. Donc, ça, c'est le salaire qui est offert. Donc, la formule que vous avez, c'est une formule ad hoc, c'est ça? Pour l'instant, on va voir qu'il y en a beaucoup plus. OK. On va voir qu'on en a beaucoup plus, en fait, si tu veux. Hein. C'est-à-dire ici, attends, je crois que j'ai mis. Non, je ne l'ai pas mis ici. Non, alors, je fais simple ici. Ici, ce que nous disons, c'est que quand on ne se déplace pas, qu'on travaille à domicile, quelque part, on engendre un surplus, d'accord, qui est toute la valeur du temps de déplacement. Alors, ce surplus, comment va-t-on le partager entre l'entreprise et le travailleur? Parce que le travailleur qui ne se déplace pas, une étude qui a été faite aux États-Unis, qui est sortie en 2017, suggère que pour l'échantillon étudié, les travailleurs sont prêts à accepter une baisse de salaire de 8% pour travailler à domicile. Donc, 8%, ce n'est pas négligeable. Donc, quelque part, si nous disons que WS sur taux est le salaire net des commuting costs que perçoit le travailleur et qu'il va dépenser, et qu'on lui dit, écoutez, je vous paye WS sur taux et vous restez à domicile, a priori, le travailleur est indifférent, parce qu'il a le même revenu. D'accord. Donc, c'est une sorte de forme réduite d'un partage.
Exactement. D'un surplus. OK. Oui, exactement. Alors ici, ce qu'on peut faire, évidemment, ce qui serait intéressant à faire, mais ce n'est pas fait dans le papier, hein, du moins dans l'état actuel des choses, c'est que l'euro, bon, on peut dire en gros où c'est le travers. Ce qui s'est passé avec le Covid, c'est que le salaire WS, là, et pas WS surtout, d'accord? Le salaire WS a été payé à tout le monde pour acheter chez eux. Donc, tout le surplus est allé aux travailleurs. Mais dans le système américain, comme déjà la proposition est faite, c'est de dire une partie substantielle de ce surplus va être transférée vers les entreprises. Maintenant, ce qu'on peut imaginer, c'est une négociation entre les salariés d'une part, les entreprises d'autre part, un bargaining de Nash par exemple, pour dire on va essayer de trouver l'euro. Dernier point, c'est que ça dépend beaucoup du contexte institutionnel et du pays. Ça va donc du pays, on sent bien que les États-Unis, l'Europe, ce n'est pas la même chose, mais même à l'intérieur de l'Europe, il faut regarder les conditions du contrat de travail. Ça peut aussi dépendre des secteurs. Donc, ici, on est resté un peu général, mais une forme réduite, oui, car ça, tu as tout à fait raison. Mais on ne dit même pas qui choisit l'euro. Pourquoi? Parce que si on prend le dernier rapport de l'OCDE qui est sorti à la mi-juillet, ici, il y a 2 mois, ils disent, bon, ça pourrait être une bonne chose du travail à domicile, mais il faut qu'on fasse très attention. Donc, il y a l'idée que l'euro pourrait être, même à la limite, décider des accords au niveau national. Alors, nous, ce que nous voulons faire, c'est de dire, tiens, on va prendre des petites valeurs d'euros, des valeurs moyennes d'euros, des valeurs plus élevées d'euros, et qu'est-ce qui se passe, quoi? Dans un modèle qui ne nous paraît pas déraisonnable. Voilà ce qu'on cherche à faire. OK, d'accord. Mais ce qui est important de voir, c'est quand même le salaire qui est payé normalement aux travailleurs ici, la firme va sortir, quoi. Elle va payer ce salaire-là, mais ce que va dépenser, si nous allons quand même de temps en temps au bureau, pour cette fraction-là, bien, nous allons nous trouver avec un salaire qui est plus bas, qui est différent. Okay. C'est assez classique, quoi. Alors, la demande, c'est bien connu, ça c'est la demande, si vous voulez, de Stone-Guéret. Hein. H-bar vaut 0, voilà, tout bêtement, comme Douglas, c'est pour les travailleurs qualifiés. Alors, regardez tout de suite, hein, on voit bien l'euro du H-bar vaut 0, j'ai dit comme Douglas, mais dès qu'au moment qu'on se dit, il faut un petit peu d'espace pour installer un bureau, une chaise relativement confortable, parce qu'à partir d'un certain âge, on a mal au dos, et puis on a un grand écran, peut-être 2 grands écrans, donc le bureau ne doit pas être trop petit, etc. Mais vous voyez que la consommation de logement va augmenter au niveau de l'individu. Et ici, toutes choses égales par ailleurs, hein, donc pour les mêmes prix. Et le corollaire de ça, c'est qu'évidemment, la demande du bien de consommation va diminuer. Et vous retrouvez dans ces demandes donc le salaire net du travailleur, WS sur taux. Donc celui qu'il aurait s'il allait travailler tous les jours au bureau. Alors, ça, le secteur final, le bien de consommation, alors très simple, B pour bâtiment. Ici, le travailleur non qualifié. On pourrait introduire des travailleurs qualifiés, on peut toujours en faire un peu plus. Hein. On a essayé de faire simple également. Et puis ici, nous avons tous ces biens intermédiaires, dont l'élasticité, substitution, sigma, je crois que tout le monde connaît ça. Et nous avons donc un bundle de biens intermédiaires de type CES. Et ces biens intermédiaires sont fournis par le secteur intermédiaire qu'on va voir dans un instant. Le secteur de la construction, lui, S, alors ça c'est le sol, c'est-à-dire la quantité, le land en anglais, la quantité de sol par L, parce que L c'est labor, c'est le travail. Bon. Alors ça c'est les travailleurs qui sont dans le secteur du bâtiment. Et ça c'est la quantité de sol que le secteur du bâtiment va devoir acheter aux propriétaires fonciers. Donc, on a une différence on a le modèle habituel d'économie urbaine où on fait l'équation quantité de sol égale construction. Ici, pas du tout. Ce n'est pas la même chose. C'est assez important. Alors, le secteur intermédiaire, ça vous connaissez tous. On a des demandes qui dépendent ça va être l'output du secteur final. Ici, c'est le coût marginal de production. Donc, on va avoir quelque chose avec l'indice des prix qui provient de la CES. On a ici l'élasticité de substitution. Donc, nous avons ici le coût variable. D'accord ? Le coût variable de production. On utilise des travailleurs non qualifiés. Et on achète du bâtiment. Donc, ces 2 termes-là
travailleurs non qualifiés, bâtiment, et puis on utilise aussi le bien intermédiaire QI. Et ça veut dire que la firme I du secteur intermédiaire se retrouve avec ce profit ici. Alors ça, nous avons ce qu'on appelle, je ne sais pas très bien en français, l'operating profit. C'est-à-dire ça, c'est le coût marginal, si vous dites endogène, mais c'est le coût marginal de production, le prix que choisit la firme, la quantité de biens, c'est la firme intermédiaire à qu'elle vend. Alors ça, c'est son coût fixe qui est un coût endogène et qu'on va discuter maintenant. Alors, ce qu'on suppose ici, c'est que, je vais dire, les travailleurs à domicile et les travailleurs qui sont en bureau sont des substituts imparfaits. Alors que ce qu'on a retenu, si vous me demandez pourquoi ça, honnêtement, je vous dirais que c'est pour convenience, quand on me répond parfois quand je parle de la CES, une Cope Douglas. Je vais venir sur le état dans un instant. Une Cope Douglas, donc H, c'est pour home, O, c'est pour office. Donc, on a une Cope Douglas où on met, ça c'est le nombre d'heures que l'on a. Alors, ça peut être le nombre d'heures qu'un individu passe à la domicile et O, LO, la quantité d'heures au bureau, ou ça peut être le nombre de travailleurs qui travaillent à temps plein à domicile et ceux-ci qui travaillent à temps plein au bureau. Comme les fonctions de demande sont linéaires en revenus, ça ne pose aucun problème, d'accord? Donc, ça n'est pas un souci. Alors maintenant, le état, c'est quoi là? Ce état, c'est une constante qui est supérieure ou égale à 1, qui veut dire quoi? C'est un peu le spillover effect. C'est-à-dire que le travailleur qui est à domicile ne bénéficie absolument pas de cet effet-là, donc c'est pour ça que le phi n'est pas multiplié. Mais ceux qui travaillent en bureau vont avoir, regardez, ça va nous augmenter l'exposant, et donc, et toute chose égale par ailleurs, ils deviennent plus productifs. Et donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut déterminer? Il faut déterminer quoi? Ce que produit, c'est comme une petite fonction de production, ceci. Et ça nous donne quoi? En combinant ces temps de travail à domicile, temps de travail au bureau, on produit ce qu'on appelle des efficiency units de labor. Et pour produire des variétés, pour produire une variété, il nous faut un certain nombre, disons, de chercheurs, de gens qualifiés. Efficiency unit, c'est comment on les combine, quoi. Il en faut un nombre fixe. Ce nombre fixe, c'est l'équivalent du besoin fixe qui est dans le modèle de Dixit-Stiglitz, par exemple, en travailleur. Et donc ici, c'est de dire ce besoin fixe, OK, ça va nous donner ce LI. Et donc, une partie est à domicile, une partie va au bureau. Okay? Donc là, ça devrait être un O, excusez-moi, ça ne devrait pas être un H. Désolé pour ça. Alors, ça nous donne une valeur de coût fixe qui est ici, qui est quoi? Regardez, ça, c'est le salaire que l'on paye aux gens. De toute façon. Et puis maintenant, il y a quelque chose, c'est que regardez, si tout le monde travaille à domicile, disons, on va faire une hypothèse, c'est que l'unité de surface qu'un travailleur qualifié utilise, c'est dont il a besoin. On l'a choisi pour ce qu'un travailleur qualifié, quand il va au bureau, il a besoin d'une unité de surface. On choisit l'unité de surface pour que ce soit 1. Et dans ce cas-là, le bâtiment, l'unité de bâtiment et l'unité de travailleur qualifié sont des compléments. Ce ne sont pas du tout des substituts, ce sont des compléments. Le bureau, l'espace, alors quel genre d'espace de travail on organise? Bon, ça va bien au-delà de ça, mais ça veut dire que si les gens sont de plus en plus chez eux, l'entreprise va avoir besoin de moins en moins d'espace pour rassembler ses travailleurs qualifiés. Et vous voyez que si tout le monde reste travailler à domicile, l'entreprise, elle n'a plus besoin d'avoir le moindre espace à la défense. Tout le monde reste chez soi. Et elle paye simplement le salaire oméga S. Mais si au contraire, tout le monde vient travailler, comme c'était le cas dans beaucoup d'endroits avant le Covid, à ce moment-là, l'entreprise est obligée de payer un loyer qui est égal au PB, le prix du bâtiment, d'une unité de bâtiment pour une unité de travailleurs qualifiés. Je ne sais pas si j'étais clair ou pas sur ceci. Avez-vous des questions de clarification? Ce qui est important, vous voyez, c'est que le coût fixe ici va dépendre de ρ, mais le oméga peut aussi dépendre de ρ. Donc, vous voyez que ça rend le truc un petit peu plus compliqué. C'est pour ça ici, Karl, que nous avons fait l'hypothèse que le surplus à l'entreprise
de cette manière, ce oméga S, il devient beaucoup plus simple. C'est sûr, c'est l'oméga S, c'est le WS et rien d'autre. Sinon, on doit introduire un rho. Donc, on n'a que le rho qui apparaît ici, les surfaces qu'économise l'entreprise lorsqu'il y a des localisations. Et donc, le nombre de travailleurs qu'elle va engager, sachant que ce sont des substituts imparfaits, eh bien, vous allez retrouver la courbe Douglas ici en dessous, qu'on avait précédemment là. Ce sont les mêmes exposants. Voyez. Rho, ce sont de nouveau ceux qui sont à domicile, ceux qui sont au bureau. Les mêmes exposants est là et là. Nous avons besoin de cette quantité d'étudiants et voilà le nombre de travailleurs que nous allons devoir engager. Et vous voyez que ce nombre de travailleurs engagés va varier avec le spillover. D'accord? Pas de spillover, ça veut dire état égal à 1. Chose on a une expression qui est ici assez simple. Mais vous voyez aussi que le nombre de travailleurs que la firme va engager varie avec Rho. Et que donc, à ce moment-là, l'entreprise, elle va pouvoir, en réduisant Rho, elle va réduire sa surface son utilisation d'espace en renvoyant cette consommation d'espace d'une certaine façon vers le travailleur qui devra, aussi bien, c'est le H-bar de tout à l'heure, sans doute devoir consommer un petit peu plus d'espace à son domicile. Et donc, pour un rho donné, ayant le nombre de travailleurs qualifiés qu'il nous faut pour produire une patane, excusez-moi, un brevet, eh bien, nous allons avoir le nombre de variétés qui est produit. Pour un rho donné, on divise simplement le nombre de travailleurs qualifiés divisé par le nombre de travailleurs nécessaires par entreprise. Et nous avons ici le nombre d'entreprises du secteur intermédiaire ou le nombre de biens intermédiaires. C'est la même chose. D'accord ? Et donc, vous voyez ici que le rho, puisque le nombre, ou la masse pour être précise, de biens intermédiaires est un indicateur de l'efficacité du secteur final. Plus il y en a, mieux c'est. Et vous voyez que le rho qui va être choisi va avoir un impact, pardonnez-moi, va avoir un impact sur le M étoile. Et donc un impact sur l'efficacité du secteur final. Et donc un impact sur le bien-être des travailleurs qualifiés et non qualifiés qui achètent tous les deux le bien de consommation. Donc on a ici un vrai modèle d'équilibre général parce que les deux salaires sont endogènes, le prix du foncier, la rente foncière est endogène, le prix du logement est endogène, le prix du bien final, lui, d'après un bien homogène, c'est facile, il est normalisé à 1, c'est le numéraire. Okay. Mais vous voyez déjà… Carl oui, a une question. Carl. Juste une compréhension. Oui. Donc, du coup, la masse de firme, donc intermédiaire, Oui. est indépendante du prix du sol. Oui, oui et non, attends. Oui et non, mais pour un rho donné, mais si elle veut choisir son rho pour maximiser son profit, non, voilà son rho optimal. Ah oui, ok. Voilà donc, ce qu'elle va choisir. Elle choisit rho. Okay, si elle choisit rho, d'accord, ce rho va dépendre du salaire, évidemment, mais aussi du prix de logement qu'elle a. Du logement, du bâtiment, pardon. Okay, donc, son rho optimal va, si le PB, par exemple, augmente de plus en plus, ben, on voit que le rho étoile va diminuer. Donc, dans des endroits où on divise, ici on divise par un grand, non, pardon, il va augmenter, excusez-moi. Le rho étoile va augmenter si PB augmente. Donc, le prix du bâtiment a un impact, Carl, quand elle le choisit. C'est via le rho, ok. OK. Et de même, vous voyez que le état qui vaut 1, autrement, s'il n'y a pas de spillover effect, bien, plus le spillover effect est fort, est intense, eh bien, plus le rho étoile diminue. Parce qu'effectivement, il y a une perte de productivité en décentralisant les travailleurs vers leur domicile. Donc, d'une certaine façon, si on croit aux effets de débordement en matière d'information, ce qui est mon cas, eh bien, c'est un frein qui vient limiter la décentralisation vers le travail à domicile. Alors, pour faire écho à la question de Florian tout à l'heure, si effectivement il y a moins, sur les travaux de Will Strange et ses différents compteurs, que nous avons des secteurs plus tournés vers les non qualifiés, les effets d'agglomération seraient moins forts, c'est leur papier des Heterogeneity of Agglomeration. Et dans ce cas-là, on pourrait dire que on pourrait décentraliser peut-être plus facilement parce que
le état est très bas, très proche de 1, peut-être à la limite égal à 1, pour ce type de travailleurs non qualifiés qui ne réclameraient pas une présence. Mais ce qui est important ici, c'est de voir comment l'euro peut être choisi, j'ai dit, par des accords gouvernementaux, par des accords plutôt entre syndicats, patronat et gouvernement. Il pourrait être imposé par une loi. Il pourrait être négocié au niveau de chaque entreprise, ce qui sera sans doute le cas, par exemple, dans un pays comme les États-Unis. Donc, on peut imaginer des tas de modalités. L'Union européenne est en train de réfléchir sur des mécanismes, comment choisir, ils n'appellent pas euro, bien entendu, mais comment essayer de réglementer ce genre de choses. Donc, on pourrait avoir donner une réponse univoque ici ne me paraît pas possible. Donc, on a pris quelque chose de simple. Oui, on reconnaît bien volontiers. Alors, bon, qu'est-ce qui se passe toujours pour le secteur des biens intermédiaires? C'est le truc classique, hein, c'est le modèle que vous connaissez bien, le modèle SES de concurrence monopolistique, avec quand même un truc qui est un peu différent du modèle habituel, c'est qu'ici, la taille dans le modèle de concurrence monopolistique à DC Stiglitz, si vous vous rappelez, le Q étoile, c'est quelque chose qui dépend de paramètres uniquement du modèle. Donc, quoi qu'il se passe dans l'économie, la taille d'une entreprise, son output, reste toujours le même. On double la taille du marché, la taille de l'entreprise reste la même. Et vous voyez ici, Y, c'est quoi? C'est l'output du secteur final. Et vous doublez l'output du secteur final, vous doublez la taille des firmes. Alors, ça reste linéaire, c'est vrai, mais c'est peut-être un petit peu moins réaliste. Vous voyez ici comment le prix du bâtiment affecte, si le prix du bâtiment monte, exposant un négatif, la taille de l'output diminue. Même chose ici, alpha moins 1%, si le salaire des non qualifiés augmente, les entreprises deviennent plus petites. Donc ça reste que classique. Alors, pour ce qui est des salaires déqualifiés, on reste dans l'approche habituelle, c'est-à-dire que si le salaire des non qualifiés lui est déterminé sur un marché en concurrence parfaite, le salaire des qualifiés est obtenu en annulant les profits des entreprises intermédiaires. Donc, on détermine à l'équilibre ici tout, c'est-à-dire on détermine Y, l'output du secteur final, 2, la taille des entreprises du secteur intermédiaire, 3, le nombre de firmes qui vont opérer dans le secteur intermédiaire, les 2 salaires pour les qualifiés et les non qualifiés, le prix du bâtiment. Secteur de la construction, alors il y a deux papiers de Pierre-Philippe Combe avec Gilles et Laurent Gobillon. Ils disent, bon, la Coop Douglas, ouais, pas exceptionnel, mais enfin, c'est pas trop mauvais non plus. D'accord ? Alors, on a dit, c'est pas trop mauvais, on peut peut-être prendre ça parce qu'il n'y a pas d'autres propositions qu'on ait trouvées. Alors, on va dire, c'est quoi maintenant qui apparaît là? Alors, c'est l'idée suivante, c'est de dire que l'offre de sol, S, c'est l'offre de sol, c'est le sol, pardon. C'est que la quantité de sol, on pourrait dire, dans un monde idéal, mu égale 1, mais dès qu'on a besoin de sol, on le prend. Il est là. Et puis, si vous dites mu est plus petit que 1, c'est quoi? Eh bien, ça veut dire qu'en fait, on a des réglementations qui peuvent être de plus en plus strictes. Prenez mu égale 0, S est fixe. La quantité de sol, l'offre de sol est parfaitement inélastique. On se trouve avec un certain nombre de kilomètres carrés. Regardez ici, nous avons la fonction d'offre du sol, mu vaut 0, SR est une constante. Si en revanche, à l'autre extrême, je dis mu égale 1, donc l'élasticité de cette offre, si mu égale 1, là, on trouve ce qu'on a besoin, toujours. C'est un peu certaines villes du Texas. Et puis, vous avez des villes qui sont très strictes, comme San Francisco, par exemple, où mu va être assez petit. Prenez beaucoup de villes françaises ou même parfois de villages français, les réglementations où le maire est particulièrement dur parce que ces électeurs ne veulent plus que de nouveaux habitants viennent. Mu va être très petit. D'autres, au contraire, on va chercher à accueillir des gens et rendre des terrains très disponibles. Le mu va être grand. Donc, c'est peut-être un paramètre qui serait intéressant aussi à étudier pour appréhender l'idée que le sol est plus ou moins disponible. D'accord ? Alors, donner nos résultats. Parce que le temps passe vite. Alors, le secteur de la construction, son output, dans un premier temps, il augmente. Pourquoi est-ce qu'il augmente? Parce que là, c'est vrai que la demande de logement qui vient des entreprises intermédiaires diminue, mais au début, les travailleurs
qui restent chez eux, ils ont besoin d'un peu plus d'espace. Alors, on suppose que tout ça s'ajuste ici. On va voir plus tard que ce n'est pas aussi simple, mais on suppose que tout s'ajuste. Donc, le petit h bar, on prend quoi? On fera une fonction puissance de rho. Ça veut dire avec un exposant plus petit qu'un. Et donc, la dérivée première de cette fonction en 0, elle vaut moins l'infini. Donc, à ce moment-là, si vous voulez, ce qu'on veut, c'est que très vite, dès qu'on dit on va rester une journée par semaine à travailler 8 ou 9 heures par jour, il me faut un peu plus d'espace, ce n'est pas possible. Mais dès le moment où j'ai un peu plus d'espace, si je dois travailler 2 jours par semaine, j'ai pu installer mon bureau, j'ai pu installer mes écrans et tout ça, ça va, j'ai un petit accroissement, ça suffit. Donc, il faut une fonction qui augmente très vite et puis qui devienne presque plate, quoi, presque. C'est pour ça que la fonction puissance, avec un θ qui est petit, ρ à la puissance θ est petit, n'est pas mauvais. Et donc, à ce moment-là, tout au début, les gens vont essayer d'élargir, d'étendre un petit peu leur surface, et ça va dominer la baisse qui commence à s'initier dans le secteur intermédiaire. Mais ayant très vite atteint ce dont ils ont besoin, les ménages n'augmentent presque plus leur consommation, mais celle de la consommation des entreprises diminue. Et donc, l'output du secteur de construction diminue toujours, de façon monotone. Alors, la masse des firmes intermédiaires, alors vous voyez ici, on a quelque chose, donc là, ça croît, puis ça décroît. Donc, notre première cloche, quoi. Alors, si nous regardons maintenant, on augmente trop pour les biens intermédiaires, nous voyons quoi? Nous voyons qu'au début, le nombre de biens intermédiaires, la masse va augmenter. Pourquoi? Parce que le coût fixe, le FI que je vous ai montré tout à l'heure, cette fonction-là, ce n'est pas une fonction totalement triviale de ρ, mais cette fonction, elle a un maximum. Donc, quand ρ va augmenter, on fait diminuer ceci, et puis à partir qu'on a franchi le maximum, ben, on va dans l'autre sens. Donc, le nombre de firmes dans le secteur intermédiaire augmente. Excusez-moi, Jacques, diminue, oui. On a une question de clarification, donc je donne la parole à Florian. Oui. Oui, juste, peut-être que vous l'avez mentionné à un moment, mais du coup, je l'ai raté. Les espaces de bureau qui ne sont plus utilisés, ils deviennent quoi là, dans le mode voilà. directement fongible? Okay. Oui, j'en parle plus tard. Mais pour le moment, si tu veux, il y a un type de bâtiment, il y a parfaite fluidité. Ok, c'est ça. Okay. On en parlera après ça, parce que oui, c'est une question clé. Hein. On est d'accord. Okay. Mais oui, ici, on a une deuxième cloche, incidemment. Hein. D'accord? Monte, descend, monte, descend. Maintenant, la productivité des travailleurs. Alors, pour les… est-ce que j'ai mis les acronymes difficiles? Non, pas, ça va. Ce qui se passe pour les travailleurs, alors tout ce qu'on a avant, c'est analytique. Ici, c'est un petit peu plus compliqué. Pour ce qu'on montre pour les travailleurs, c'est qu'on a un intervalle pour lequel il est croissant. Le salaire augmente. Alors, la productivité et le salaire augmentent. Et puis, quand on va dans le voisinage ou pas trop loin de ρ égale 1, on s'aperçoit que la productivité et le salaire diminuent. Alors, entre les deux, qu'est-ce qui se passe? Entre les deux, ce qui se passe, c'est qu'on a, pour ceux qui aiment bien ce genre de petits points techniques, on a l'intersection de deux fonctions croissantes. Alors, de deux fonctions croissantes, qu'elles s'intersectent, on le sait, mais peuvent s'intersecter plusieurs fois. Alors, on a fait des tas de simulations, elles ne s'intersectent qu'une seule fois. Mais jusqu'à présent, on n'a pas réussi à démontrer ce résultat. Pourquoi? Ce qui rend la chose difficile, c'est que la solution qui décrit l'équilibre, l'output d'équilibre du secteur du logement, nous n'avons pas de solution analytique, c'est une solution implicite. Donc, nous ne travaillons qu'avec des équations, avec des solutions implicites. Hein. Il y a rien d'analytique, il faut chaque fois. Parfois, on caractérise donc les propriétés de l'équilibre, c'est faisable. Dans d'autres cas, on fait de la simulation. On a de la chance, on a des valeurs qui sont périodiquement plausibles pour un grand nombre de paramètres. J'y reviendrai à la fin. Donc, ceci est valable aussi bien pour les travailleurs qualifiés que les non qualifiés. Ce que l'on remarque, c'est que la croissance, qui est la bonne nouvelle, s'arrête avant pour les non qualifiés que pour les qualifiés. Donc, la cloche se manifeste d'abord pour les non qualifiés et puis elle se manifeste après pour ρ plus élevé pour les travailleurs qualifiés. Donc, dans les deux cas, on a, si vous voulez, ce phénomène de cloche également. Ah oui, alors, il y a aussi le petit problème qui est le revenu disponible dont j'évoquais tout à l'heure, à savoir qu'il y a le salaire payé par l'entreprise, vous vous rappelez, le oméga S,
Et puis, il y a le revenu disponible, c'est-à-dire celui qui travaille au bureau et qui travaille à domicile. Ce n'est pas exactement la même chose que le salaire que paye l'entreprise, puisqu'il perd une partie de son revenu à cause du commuting, du temps consacré dans le commuting. Alors, dans ce cas-là, ce qui l'intéresse, lui, le travailleur, c'est son revenu disponible, après qu'il ait nettoyé le commuting, parce qu'on ne fait pas du déplacement domicile-travail pour s'amuser. Incidemment, il y a un papier sorti dans Science qui range le déplacement domicile-travail, l'activité que les gens détestent plus au Texas. A priori, ce sont plutôt des gens plutôt un peu bosseurs, mais a priori, c'est ce qu'ils détestent le plus. Les gens n'aiment absolument pas ça. Donc, effectivement, outre le temps qu'on mesure proprement dit, il y a aussi vraiment une vraie désutilité qui est attachée au fait de devoir partir et se passer une demi-heure, trois quarts d'heure en transport ou en voiture. Alors, c'est que le revenu disponible, une fois qu'on a nettoyé pour ça, mais lui également a également une forme en cloche. Donc, ça commence à nous faire un fameux carillon. Alors maintenant, la rente foncière et le prix du sol. Là, ça marche, on peut tout démontrer. Là, de nouveau, nous avons le même phénomène. C'est-à-dire qu'au début, si vous voulez, la rente et les prix fonciers vont augmenter. Pourquoi? Parce que très vite, les gens ont envie d'augmenter leur surface et ça va dominer le fait que les entreprises rendent des surfaces libres. Mais assez rapidement, ça va commencer à baisser. D'accord? Néanmoins, la rente foncière va décroître avant que le prix du bâtiment ne baisse. Donc, il y a un déphasage entre les deux. La rente foncière commence à baisser et le prix de logement continue à monter encore un petit peu, puis lui aussi arrive à son sommet et recommence à baisser. Et donc, vous voyez que quand Rho devient grand, ça veut dire quoi? Je vais essayer d'en parler dans un moment. Quand Rho devient grand, tout a l'air d'aller vers le bas, quoi. Ça n'a pas l'air exceptionnel. Et ça fait penser un petit peu à ce que nous disent les gens de l'OECE. Alors, secteur final, je ne vais pas vous dire, rebelote. L'output du secteur final également cloche. Il monte. Ben oui, parce que le secteur final, ça va dépendre des revenus disponibles des gens, donc ce qu'ils vont acheter. Donc, ça obéit le même genre le même schéma. Et puis, alors, il y a ce qui nous intéresse également, mais là, il faut encore un petit peu que nous travaillions, c'est la quantité de logements non pas que nous louons, mais celle que nous consommons pour notre satisfaction personnelle, avec nos amis, avec notre famille, avec nos compagnes et compagnons, d'accord, nos enfants. Qui n'est pas la surface que nous louons, qui est plus grande à cause du bureau. D'accord? Donc, ce qui nous intéresse, ça c'est au niveau de l'ensemble de la société, bien entendu. Ça, c'est la consommation de logement proprement dite, moins la quantité de surface de logement, H-bar, utilisée par les LS travailleurs. Et voilà ce que nos travailleurs qualifiés consomment tous ensemble à des fins personnelles, pour leur usage personnel, excusez-moi. Le PIB, alors parce que ça intéresse pas mal les gens de l'OCDE, ben oui, vous voyez ici, alors, puisque la rente, elle suit une courbe en cloche, ça s'aube une courbe en cloche, ça s'aube une courbe en cloche, vous les sommez, vous arrivez à retrouver également une courbe en cloche avec, c'est pas concave, hein, tout ça, c'est pas ça que je dis, hein, soyons très prudents. Ça va avoir des pointes, ça se casse à certains points, mais ça monte, ça continue à monter, et puis une fois que ça descend, ça continue à descendre. Donc c'est quasi concave, pour ceux qui... C'est ça fondamentalement ce que nous voulons dire. Le bien-être, alors le bien-être, bon, je suis désolé, c'est encore la même chose. De nouveau, maintenant, c'est un peu plus compliqué parce que maintenant, nous savons que le salaire, par exemple, au début, le salaire augmente, mais le prix du logement va augmenter aussi. Donc, il n'est pas évident que les travailleurs vont être mieux. Alors, le prix du bien de consommation, il est normalisé, hein, c'est notre numéraire, donc ce n'est pas un problème. Néanmoins, le salaire, ça, on peut le démontrer, ça augmente plus vite que le prix du logement. Donc, les gens vont être mieux au début. Mais à partir d'un certain niveau, ils vont commencer à être plus mal. Bien que le prix du logement baisse, parce que leur salaire aussi va baisser. Il va baisser plus vite que le prix du logement. D'accord? Donc, au début, il monte plus vite que le prix du logement, le salaire, mais au-delà d'une certaine phase, il va décroître plus vite que le prix du logement. Donc, vous voyez pourquoi, au niveau de ici, on a cet effet sur le bien-être individuel. Excusez-moi, je parle en français, je regarde mon écran en anglais de temps en temps. Alors, Florian, ta question. Les effets je vais appeler ça des effets de court terme. Hein. Bon, il est clair que nous allons libérer des bureaux, disons, dans des bâtiments qui sont utilisés dans
c'est-à-dire la Défense, en Southern Manhattan et des coins de ce genre-là. Et les gens ne vont pas s'installer là-bas pour vivre dans quelques semaines. Je veux dire, ça, on est tout à fait d'accord. Donc, ça va libérer des surfaces de logement. Alors, qui ne sont pas utilisables. Pas directement, en tout cas. Parce que si on regarde, on a des exemples nombreux où on a construit, il y a très longtemps, des entrepôts, surtout dans les villes portuaires, au bord de rivières. On a ça, par exemple, beaucoup à Londres, c'est à assez grande échelle, à Copenhague, on a ça également à New York, où des anciens entrepôts sont transformés dans des immeubles appartements d'Eurostanding. Ça particulièrement cher. Encore, on passe d'un type d'entrepôt, et on passe des appartements chers, mais entre les deux, on peut se trouver avec 20, 30, 40 ans. Alors, ici, on peut imaginer que ça ira sans doute plus vite. Mais néanmoins, ça ne va pas se faire aussi, ça va être très, très rapide. Néanmoins, si on regarde avec des bureaux inutilisables, il y a un risque avec le modèle que nous ayons, c'est-à-dire que le prix se casse la figure. Le prix du logement se casse la figure, du bâtiment, pardon. Et à la limite, si nous gardons une offre excédentaire qui est strictement positive, ce prix doit tendre vers zéro. Ça ne nous paraît pas raisonnable et nous pensons qu'il est plus raisonnable dans le court terme en tout cas. Et sachant qu'on a des difficultés parce qu'on a introduit des rigidités, on sait très bien que ce n'est jamais très, très simple. Il faut me rappeler qu'on a plusieurs marchés ici. C'est un petit modèle, mais c'est un petit modèle d'équilibre général. C'est de dire que les propriétaires des surfaces de bureaux, Florian, les retirent du marché à court terme. Et en se disant à plus long terme, ils vont pouvoir les remettre, ça va rentrer de nouveau dans toute leur redistribution du bâtiment et ils seront réaffectés à des consommateurs. Mais pour le reste, donc, ils sont retirés de sorte que le prix va rester positif à court terme pour le logement. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire ici que, donc vous voyez ici, cette offre excédentaire, elle est retirée du marché. Mais ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que il y a un autre élément qui nous paraît important dans le court terme. C'est-à-dire que la recherche et le développement, ça prend un peu de temps. On le voit avec le vaccin, même si c'est une variété très, très particulière, ça prend un peu de temps. Donc, les firmes ne vont pas rentrer et sortir dans le marché, sortir peut-être, mais pas rentrer dans le secteur intermédiaire aussi rapidement que certains prix ne peuvent s'ajuster. Donc, nous allons aussi supposer là que non seulement l'offre de logement pour les consommateurs est fixe, d'autre part, parce qu'eux ne peuvent pas s'ajuster, ils ne peuvent pas acheter leur petit H-bar aussi vite qu'ils le voudraient. Ce n'est pas aussi simple de transformer un F2 en un F3. Et puis de pouvoir, au niveau du marché des biens intermédiaires, dire on travaille avec un nombre donné de firmes. Il est fixé. Mais le reste, donc, regardez ici, on a la demande de bâtiments. Ça, ce sont les ménages. Eh bien, ça devient exogène à court terme. Mais ça, c'est la demande du secteur du bien final. Ça, c'est la demande du secteur du bien intermédiaire. Et donc, voici l'allure de ces fonctions de demande. Et vous voyez ici que le secteur intermédiaire, évidemment, plus augmente, plus c'est intéressant pour eux. Et puis, finalement, ils n'ont plus besoin de bâtiments que ce qui est nécessaire pour produire les biens intermédiaires. Mais plus du tout les bureaux en centre-ville qui coûtent particulièrement cher, où ils font de la recherche et du développement. Maintenant, BH est traité comme fixe. Parce que les ménages n'ont pas la possibilité de s'ajuster encore. Les entreprises qui se trouvent avec les surfaces excédentaires les retirent du marché et les secteurs intermédiaires restent avec un nombre de firmes donné. Est-ce que c'est clair là? Où est-ce que je suis? Alors, les résultats, c'est que dans ce cas-là, comme les ménages n'augmentent évidemment pas leur surface de plancher, c'est que l'output du secteur de la construction, il commence directement à décroître. Donc, on n'a pas au début le petit redémarrage vers le haut parce qu'il provient de la demande nouvelle des ménages. Elle n'existe pas pour l'instant. Et le prix du logement décroît constamment. Néanmoins, les salaires vont monter et l'inégalité salariale va s'accroître également. Alors, ce qui est intéressant, c'est ici, c'est qu'en fait, les travailleurs, vous voyez, ici, on va avoir une situation où, à partir d'un certain moment, on va avoir où les travailleurs, c'est une différence, nous avons ici les salaires.
Ici, nous avons le bien-être, influencé par le prix du logement pour eux. Donc, on va avoir une situation où, en fait, l'augmentation des salaires ne vont pas être, même s'il y a un accroissement d'inégalités salariales, on va avoir au contraire que les travailleurs les moins qualifiés vont être mieux et les plus qualifiés vont être moins bien. Donc, l'écart de bien-être diminue. Donc, l'écart salarial augmente, mais l'écart de bien-être diminue parce qu'il y a une transformation du prix du logement qui vient un peu perturber les choses et qui tient compte du fait aussi que même si, n'oubliez pas, nos travailleurs qualifiés, s'ils travaillent par semaine à domicile, ils n'ont plus que 1 moins fois leur surface pour consommer. Donc, il y a une perte de satisfaction pour les travailleurs qualifiés qui provient du fait qu'on leur dit « Mesdames et messieurs, vous restez travailler chez vous 2 jours par semaine » et qui n'ont pas la possibilité, dans le court, même peu moyen terme, de se réajuster, sauf ceux que j'ai mentionnés tout à l'heure, qui cherchent déjà à déménager et pas uniquement à cause du Covid. Est-ce que je suis relativement clair ou pas? Alors, sur le problème, le MU, que j'ai évoqué tout à l'heure, hein, c'est donc est-ce qu'effectivement l'offre de sol est très élastique ou au contraire très contrainte? Mais on s'y attend un peu. Hein. On s'y attend un peu, c'est que si on a évidemment une offre de sol qui est plus élastique, on va construire davantage. Ce n'est pas bouleversant. Et ça va avoir aussi les conséquences, c'est que la rente foncière baisse et le prix du logement baisse également. Ça, c'est une bonne chose. Et alors, aller pour n'importe quelle valeur d'euro, c'est un peu compliqué. Si on n'a pas terminé, on ne peut pas aller plus loin pour l'instant. C'est qu'il existe un niveau supérieur, donc on va dire aux gens, vous travaillez 1 jour ou 2 par semaine. Alors, une demande plus élastique, c'est plus facile, si vous voulez, de s'étendre, quoi. Hein. C'est plus aisé, moins de contraintes. Eh bien, ils vont être mieux. Les gens vont être mieux. Donc, effectivement, relâcher les contraintes en matière de logement, permettre, par exemple, de construire un étage de plus. Oui, cette possibilité a été mentionnée pour certains quartiers de Paris. On ajouterait un étage ou peut-être 2 étages aux bâtiments existants ou dans certaines villes. Voilà, des choses bien avant la crise du Covid, hein, due à l'augmentation des prix dans Paris intramuros. Donc, si on a introduit que les contraintes urbanistiques deviennent moins strictes et qu'on permet un peu plus d'élasticité dans le marché foncier, eh bien, c'est plutôt une bonne nouvelle, si vous voulez, pour l'ensemble des travailleurs. C'est aussi une bonne nouvelle pour l'ensemble de tous les secteurs qui voient leur output augmenter. Pourquoi? Parce que le prix du logement baisse. C'est un peu une illustration d'une phrase qu'on mentionnait quand j'étais enfant et dont Jean se souvient peut-être, quand le bâtiment va, tout va. Alors, oui, alors ici, c'est pour ça qu'on dit mixed blessing, vous voyez. C'est-à-dire, au début, c'est quelque chose qui apparaît intéressant, mais après un certain point, pas nécessairement. Alors, ça veut dire quoi, ce certain point? Alors, on voudrait savoir, si vous voulez, je parle des cloches, où se trouvent les sommets des cloches. Alors, on a des valeurs, je pourrais les montrer si vous voulez tout à l'heure, je ne les ai pas sur mes slides ici. On a des valeurs pour beaucoup de paramètres que nous sommes allés chercher dans la littérature, aussi bien pour l'élasticité de substitution que pour la fonction de production de différents secteurs. Alors ici, on a pris, je vous avais parlé de la fonction puissance ρ, ici, pour la H-bar, hein, et on l'affecte maintenant d'un coefficient, et on joue avec ce coefficient. Alors, on s'est mis dans le cas, vous voyez, où ici, θ est très petit, c'est-à-dire, c'est tout au début, on veut avoir du logement, quand on nous dit vous restez 1 jour par semaine, eh bien très vite, on veut un peu plus d'espace. Et puis après, on nous dit vous restez 2 jours ou 3 jours par semaine, ben, vous avez déjà gagné un peu votre espace, encore un peu plus d'espace, mais ça devient presque plat, c'est ce que je veux dire. Phi, ben, là, on n'a pas empiriquement, on n'a rien, à ma connaissance, on n'a rien trouvé. C'est dans la fonction de Cope-Douglas où on voit comment on combine le travailleur à domicile et le travailleur qui sont regroupés en bureau. On a ici une économie d'agglomération de 3, c'est entre 2,5 et 3%, c'était pour longtemps ce qui a été accepté. Et puis, on a pris une valeur de mu pour dire quand même, c'est assez réglementé, 0,2. Alors, qu'est-ce qu'on regarde? Et vous voyez donc, le prix de logement, je l'avais dit tout à l'heure, là, ben, il augmente jusqu'à un ρ qui nous dirait quoi? Ben, ça, un petit quart de la semaine, on le passerait à domicile.
Et puis les 3/4, donc une journée et demie, une journée, et puis le reste de la semaine là. Mais plus intéressant, c'est de regarder, par exemple, le PIB. Vous voyez que le PIB, il augmente, il augmente, il augmente, et à partir de 0,4, il commence à diminuer. Ça, on l'a vu apparaître avec un peu d'étonnement, parce que quand on regarde les articles qui se viennent des psychologues et des médecins, ils conseillent, eux, qu'on doit travailler peut-être 2 jours par semaine. Et aller au-delà, ça peut créer des effets pervers. Et c'est justement 2 jours par semaine, c'est 0,4. Voilà, c'est un miracle. Hein. Il va falloir qu'on fasse beaucoup plus de travail pour avoir une idée de la robustesse, ce genre de choses. Mais en tout cas, il n'est pas complètement absurde. Et alors, vous voyez ce qui se passe, je l'avais dit ici pour les travailleurs qualifiés. Au début, ben oui, ils ont une perte de bien-être parce qu'ils doivent rester travailler chez eux dans leur même surface leur logement leur coûte plus cher. Ce n'est pas une bonne nouvelle, ils doivent acheter plus. Et donc, à cause du H-bar qui est là, mais c'est pour travailler. Ils ne le consomment pas véritablement, hein, c'est ça qui est important. Donc ici, vous voyez qu'ils vont être moins bien, puis ils vont finir par bénéficier du truc. Et puis les travailleurs qualifiés, là, ceci c'est le long terme. Hein. Florian, c'est dans le cas où il y a justement tout. Les travailleurs qualifiés, non qualifiés sont mieux. Et puis vous voyez qu'ici, au niveau, nous avons des inégalités qui sont croissantes. Dernière chose que TBD a à faire, hein, c'est de relier l'idée que d'ici nous aurions des bâtiments à usage professionnel, secteur final, secteur intermédiaire, et c'est à finalité de logement pour H. Nous avons tout bêtement une CES. Et donc, ce que nous avons fait ici, c'est supposer epsilon égale A, quand nous avons fait l'analyse du modèle à long terme. Quand nous l'avons fait à court terme, c'est de fixer ça. Un cas assez brutal, quoi. Hein, donc, c'est le même epsilon, donc je dois être prudent ici. On prend ça comme une constante, on neutralise l'effet du epsilon, mais là on le faisait varier. Et c'est de voir comment ici l'élasticité de substitution, donc la capacité de pouvoir transformer des bâtiments, qui est, je pense, beaucoup plus grande dans certains pays, parce que, par exemple, il n'y a peu ou pas de passé historique important où on n'a pas conservé beaucoup de bâtiments, on construit, si vous me permettez de mentionner un exemple personnel, ayant vécu un peu à Philadelphie, je suis retourné 25 ans après, j'avais l'impression de me trouver dans une autre ville pour des immenses quartiers. Je n'ai rien vu de semblable dans des villes d'ordre comparable en Europe sur une période aussi courte. En 25 ans, c'était tout à fait autre chose. Quand j'étais mon séjour à l'Université de Pennsylvanie, sortais des séminaires le soir organisés par, j'ai travaillé tard avec Fujita et Tony Smith, je vais prendre le métro, je devais faire gaffe, s'il faisait nuit, il faisait nuit, on devait faire gaffe de ne pas se faire agresser. Aujourd'hui, c'est entouré de magasins, de restaurants qui sont extrêmement chics, etc. Donc, c'est une transformation complète avec l'université elle-même est devenue un agent de développement. Avec l'université voisine de Drexel, et ils ont transformé ça en ce qu'ils appellent la University City. Et c'est très grand. Et puis donc la ville de Philadelphie à son même, voyant qu'ils faisaient ça, commençait à faire. Donc la ville s'est transformée de façon fantastique. Philadelphie, c'est une des plus vieilles villes américaines quand même. Mais on n'imagine rien de comparable dans nos pays, en tout cas difficilement. Hein. Voilà, je vous remercie tous. Voilà, je crois que j'ai payé 3/4 d'heure. Je suis plus ou moins dans mes temps. Lionel. Merci beaucoup pour cette présentation. J'entends mal. Merci beaucoup pour votre présentation. Est-ce qu'il y aurait des questions de la part des auditeurs? Oui, Florian? Oui, plus qu'une question, un commentaire. Est-ce que vous pourriez pousser l'exercice numérique jusqu'à exploiter, il y a eu des élasticités d'agglomération qui ont été estimées pour différents secteurs, oui. Et à aller voir exploiter ces estimations, notamment. Oui, on pourrait le faire, tout à fait. Non, mais tout à fait. On peut changer, hein. On peut changer la valeur ici sans difficulté, bien entendu. Oui. Et ça, peut-être essayer de rapprocher du coup en fonction de ce que ça vous dit sur jusqu'à quel point les secteurs peuvent aller en termes de télétravail. Rapprocher ça, il y a dans les travaux récents, il y a des estimations, je pense, qui ont été faites aussi de l'hétérogénéité de l'intensité de ce télétravail entre secteurs et voir, enfin voilà, si vous obtenez de manière. Ah, ça, je ne connais pas. Si tu peux me donner des références, me l'envoyer, ça me ferait plaisir. Ouais, très bien.
Je suis preneur. Non, non, là, on peut faire beaucoup de choses. On a choisi, écoute, ça demande un petit peu de travail. Pour mentionner parfois les difficultés à court terme du travail à domicile, je crois que Christian a le même problème, mais Sergei qui s'occupe de ça n'a pas le logiciel à domicile, n'a pas accès à domicile au logiciel qui se trouve au bureau pour faire le travail, donc il le fait quasiment à la main, et il n'a pas le droit d'aller à son bureau. Ok. Voilà, donc il fait ça à la main, hein, résoudre tout ça à la main avec son petit ordinateur, quoi. Ça me rappelle une époque héroïque. J'avais une question, je suis désolée, je ne sais pas si ça Non, apparaît sur non. l'écran, Lionel. Je peux parler, non, Lionel? C'est toi qui donne la Oui, parole. oui, c'est bon. Oui, alors je ne sais pas si ce que Florian disait, c'était ce à quoi aussi je pensais. Il y a effectivement un ensemble d'études qui parlent de la capacité des villes à s'étaler. Alors, ce n'est pas tout à fait ce que tu dis, hein, c'est-à-dire qu'en fait, on gagne de la capacité à construire parce que les villes ont une propension plus ou moins facile à s'étaler. Donc Oui. voilà, ce que tu as raconté me fait aussi penser à ça. C'est tout à fait juste. Avec en fait la même problématique, hein, c'est-à-dire que dans ces modèles-là, on aboutit à l'apparition en fait d'espaces qui deviennent inutilisés dans les parties centrales de la ville, au profit donc d'espaces qui se sont développés dans les parties extérieures de la ville. Mais dans ces modèles-là, on n'explique pas plus, si tu veux, pourquoi ou comment on va pouvoir remobiliser les espaces qui sont devenus vacants au sein des villes, quoi. Voilà. C'est Catherine? C'est Catherine? Oui, Oui, Catherine. Non, c'est tout à fait juste. L'idée du MU, c'est de dire qu'on a. Bon, il fallait, si on avait pris un vrai modèle d'économie urbaine, on aurait dû introduire les distances, etc. Analytiquement, on aurait peut-être pu faire un certain nombre de choses, mais comme on avait déjà la distinction, il existe des modèles avec secteur de la construction, hein, et secteur et marché foncier, et marché de la construction, mais ce ne sont pas les modèles les plus simples. Si on doit introduire encore tous les autres éléments, donc on a préféré prendre quelque chose qui est une forme réduite, c'est vrai, qui est ce B à la puissance mu. Et que donc, si on croit que le travail, il y a des travaux empiriques qui suggèrent que les gens qui travaillent à domicile sont prêts à accepter, pour les jours où ils vont travailler au bureau, sont prêts à accepter des déplacements plus longs. Parce qu'effectivement, faire 75 km le matin et autant le soir, quand on le fait 2 fois par semaine, c'est très différent de le faire 5 fois par semaine. Et donc, à ce moment-là, oui, on peut s'étaler davantage. Et donc, dans les tout premiers slides que j'ai mentionnés, certains qui veulent aller en Floride, ce sont des gens qui se disent, moi, je vais plus aller au bureau. Je ne sais pas tout, mais il y en a qui disent, oui, mais attendez, moi, mon conjoint, il ne va pas aller au bureau, mais l'année prochaine, il s'attend à devoir retourner au bureau. Donc, on est en Floride là maintenant, mais on ne va quand même pas vendre ce qu'on a à New York. On va louer en Floride dans l'espoir que… Donc, il y a une situation… aller à Floride, c'est extrêmement loin par rapport à New York, effectivement. Hein, mais seulement, on nous dit, c'est intéressant aussi, je n'aurai plus besoin d'utiliser les transports en commun. Je pourrais enfin utiliser ma voiture. C'est assez étonnant. C'est quand on pense aux implications au niveau de l'environnement, etc. Donc, il y a tous ces éléments qui devraient être pris en compte. Et je crois que véritablement ici, étudier convenablement le secteur de la construction, qui n'est pas un des sujets préférés des économistes, à ma connaissance, c'est quelque chose maintenant qui risque de devenir très important. Merci Jacques. Je vais être obligée de quitter tout le monde là. Au revoir et merci beaucoup. Merci à Lionel et à Julie pour l'organisation. À très bientôt. Au revoir. Au revoir, Catherine. Donc, on a 2 autres questions. Je vais d'abord donner la parole à Karl et puis après à Marie. Le micro est là. Oui, mais j'avais deux questions, mais j'ai répondu en une. En fait, c'était la question, parce que l'effet sur les qualifiés, en fait, oui. où finalement, de ce que je comprends, c'est qu'ils perdent au début. Et, oui. Et ça, je trouve ça fort comme… Mais Florian, écoute, tu ne trouves pas raisonnable aussi que… Non, mais j'ai jusqu'au bout de ma… oui, vas-y, oui. Parce que j'entends les travaux des psychologues qui disent que, effectivement, le fait d'être isolé, etc., ça peut poser problème. Ça, j'entends.
Mais sur les plus qualifiés, et ça rejoint un peu ce que tu as dit juste avant, finalement, en termes de choix résidentiel, ça ouvre complètement le champ des possibles. Et donc, du coup, beaucoup vont choisir le lieu de localisation. Donc, ça rejoint une autre idée, mais en fonction des aménités disponibles. Et moi, je vois sur Rennes, aujourd'hui, avec le télétravail, aller habiter à Saint-Malo, qui habite à 1 heure de Rennes, c'est très attractif. C'est dans le sens où si on fait finalement, on fait que 2 allers-retours ou 3 allers dans la semaine, habiter à Saint-Malo, ça devient très, très attractif. J'ai un risque d'être isolé vis-à-vis de mes collègues, mais par contre, ça peut être largement compensé par… J'ai accès à des sites que je ne pouvais pas avoir auparavant. Je parle des plus qualifiés, hein, ce qui n'est pas le vrai. Non, mais Karl, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire, au début, pourquoi? Attends, il y a 2 choses. Bien, tu permets un ajustement. Ça veut dire que tu passes d'un 2 pièces à un 3 pièces. Et le problème est vrai, je ne sais pas si tu veux, parce que j'ai 2 enfants qui ont 2 filles à peu près ton âge, peu de choses près, et leur mari travaille aussi. Donc, ils se sont trouvés à travailler à 2 dans un logement qui n'était pas occupé en cours de journée. Ce n'était pas évident du tout. Donc, il y a eu vraiment une perte de satisfaction là. Du moins, c'est comme ça qu'ils l'ont vécu. Et je crois que si on doit travailler dans sa chambre 2 jours par semaine, pas nécessairement marrant. Donc, je crois qu'il y a un réajustement. Et donc, là, il peut y avoir une perte. C'est plutôt du court terme. Hein. C'est pour les valeurs petites d'euros. D'accord? On te dit, tu vas rester 1 jour ou 2 par semaine chez toi. Et on te dit, nous sommes dans des périodes courtes ici. On augmente un petit peu RAW. On ne passe pas à 3 jours ou à 4 jours par semaine. On dit c'est 1 ou 2 jours par semaine. Parce que RAW est petit. D'accord? Et à ce moment-là, il faut que je fasse des ajustements. Je n'ai pas encore pu les faire. Ça m'emmerde vraiment, quoi, parce qu'on est casé l'un sur l'autre en permanence pour travailler, c'est pas facile. Maintenant, si on laisse ces ajustements se faire et que RAW augmente, alors ils vont être mieux, oui. Mais alors, ça, un autre élément qu'il faudrait prendre en compte, que nous n'avons pas pris en compte, les aménités dont tu parles, oui, d'accord, c'est ce que citent les gens en Floride, on a du soleil, on a la plage, etc. Mais après 2 ans la plage, on verra ce que ça donnera, hein. On verra, quoi. Je dis, il faut un petit peu, je dis, être prudent avec ce genre d'argument. C'est que je quitte le centre de Paris, je vais vivre beaucoup plus loin. Il y a des gens qui vivent à Bruxelles et qui travaillent à Paris 2 jours par semaine, ils font ça. Il y en a, c'est exact. Parce que le logement est beaucoup moins cher à Bruxelles, donc ils font ça. Et il y a un train qui va du centre-ville au centre-ville, donc facile en 1h20. Donc ça se fait déjà, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais ce sont des gens justement qui sont à Bruxelles pour avoir une maison, ce qui à Paris est impossible à avoir. Donc ils ont une grande surface. Et ils ont ça, c'est leur compensation. Donc il y a… et ce sont, parce qu'on a regardé, on appelle les réfugiés fiscaux. Non, les Français qui sont à Bruxelles, il y a très peu de réfugiés fiscaux. Ce sont beaucoup plus des travailleurs qualifiés qui font ce que tu dis. C'est plutôt ceux-là. C'est plutôt ceux-là. Et qui vont 2 jours par semaine, maximum 3 jours par semaine à Paris. Parce qu'ils arrivent à faire ce genre de travail. Maintenant, l'isolement, c'est un phénomène de long terme. C'est sur 3 à 4 ans que ça se manifeste, ce genre de choses. Alors, la question qu'il faudrait poser ici, tu vois, c'est de dire, est-ce qu'il faudrait, quand on prend la fonction, là, excuse-moi, ici, il faut que je reprenne proprement mon truc, là, est-ce qu'il ne faudrait pas le LH ici, le multiplier par un coefficient qui, à court terme, d'accord, les aménités, tout ce qu'on avait à Saint-Malo, est plus grand que 1, et puis qui, graduellement, au fil du temps, peut devenir plus petit, éventuellement peut-être plus petit que 1. Parce que, si tu veux, quand on regarde les papiers en psychologie, c'est qu'il n'y a pas de conclusion tranchée. C'est toujours, il y a ça qui est bien et il y a ça qui n'est pas bien. Et quand même, le papier du QG que j'ai mentionné, il y en a 50%, il y en a 35% qui veulent rester à travailler à domicile, mais il y en a quand même 50% qui demandent pour revenir au bureau. Donc, ce n'est pas surprenant qu'il n'y ait pas de conclusion tranchée chez les psychologues. Et ça va varier avec les secteurs, c'est certain. Ça va varier avec le type d'emploi, c'est certain. Ça, rentrer là-dedans dans un modèle, je ne sais pas, et dans un modèle urbain, foncier, on ne peut pas tout faire, quoi. Non, ce que je trouvais intéressant, c'était quand même cette inquiétude de l'OCDE de dire, ça peut être bien au début, mais est-ce qu'on est sûr que ça va continuer au-delà? Ok. Et donc, du coup,
Chez vous, donc, ils sont gagnants parce que le prix du logement est plus faible, en fait. Oui, au début, ils sont gagnants. Au début, ils sont gagnants. Mais si on augmente de plus en plus le temps à domicile, non. Parce qu'alors, on va. Et en plus, mais même quand état n'est pas positif, même si tu mets ça égal à 1, le sommet de la cloche va vers la droite, se rapproche de 1, mais quand même, quand on rapproche suffisamment de 1, ça décroît. C'était ma deuxième question. Donc, c'est indépendant, en fait, le mécanisme indépendant de la présence ou non d'économie d'agglomération que vous captez à travers votre paramètre. C'est-à-dire, le État, il freine le truc. Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Oui, ok. D'accord. Tu montes, là, on monte vers le sommet de la cloche, et le État, si le État est grand, ben, on va arriver plus vite au sommet du col. Et si le État diminue, ben, le col, il continue à monter, quoi. Voilà. Mais il va quand même redescendre. Et ces économies d'agglomération, d'accord, donc ils jouent ils influencent la vitesse à laquelle ça s'ajuste. Mais par contre, ces économies d'agglomération qui sont internes aux entreprises. Internes au groupe des travailleurs qui sont ensemble dans l'entreprise, oui. C'est ça. Et donc, du coup… Alors, bon, écoute, l'histoire qui consiste à dire on va tous se regrouper… Non, c'est juste une question de clarification. Oui, ça, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est juste interne. Oui, c'est interne. Hein, je ne l'ai peut-être pas assez expliqué, mais au début, oui. C'est qu'effectivement, les knowledge spillovers, c'est pour ceux qui sont les office workers, tu vois, uniquement ceux-là, pas les home workers. Ok, mais au sein de leur entreprise. Au sein de l'entreprise, oui, ils vont travailler. Oui, si je vais 2 jours par semaine, ben, tu vas ça fait sens. Non, au contraire, ça fait sens. Je ne sais pas si c'était entre entreprises ou interne à l'entreprise. Interne à l'entreprise. Ouais, non, mais ça fait sens. Ok. Ben, parce que les travaux… Oui, c'est pertinent. L'enjeu est là. Là, c'est le directeur d'unité qui parle. Et effectivement, l'information s'applique beaucoup moins bien avec le télétravail. Voilà, et puis je l'ai mentionné, parce que je ne m'attendais pas à ce que des gens du MIT qui sont suréquipés en matière il y a peut-être Stanford, 2-3 universités, qui le disent, malgré ça, la proximité physique reste cruciale, aussi bien pour la production scientifique que pour les brevets. Oui. Du moins, nous avons des secteurs où ça reste. Maintenant, il y en a d'autres où, sans doute, oui, ça va moins jouer. Mais ça, on le sait, hein, c'est vrai. Mais moi, Florian l'a mentionné, mais également, c'est un phénomène très hétérogène, les économies d'agglomération. Ok, merci. D'accord, c'est vrai. Je laisse la parole à Marie. Oui, merci. Toujours sur les économies d'agglomération et ces fonctions de production d'efficiency units. En fait, le État ici est complètement exogène, si j'ai bien compris, mais on pourrait penser à le rendre endogène et en particulier à le faire dépendre de LO, du coup, parce que là, indépendamment du nombre de travailleurs présents au bureau, l'effet de État joue de la même manière. Mais oui et non, hein, parce que quand même, si regardez, GL0, oublions ça, hein, GL0, la puissance État. Donc, si le L0 augmente, le gain marginal, il dépend de L0. Quand je dérive, j'oublie le A moins phi, hein. Quand je prends la dérivée de L0 à la puissance État, j'obtiens quelque chose qui dépend de L0. Donc, le gain marginal d'un travailleur en plus diminue ici. Quelle l'idée que l'économie d'agglomération, attendez, c'est une hypothèse et empiriquement elle semble raisonnable, qu'effectivement le phénomène d'agglomération, le gain augmente, donc mais c'est concave, il augmente un taux décroissant. Oui. C'est ce qu'on a ici. Maintenant, oui, endogénéiser l'État, c'est très compliqué, madame, les spillovers. Je ne connais qu'un papier de Dingle et Don Davis dans l'AER de l'année passée, qui véritablement, et encore, ils ont fait des hypothèses sur la supermodularité, qui essaie de construire véritablement pourquoi je vais prendre de mon temps de travail. Vous choisissez de prendre votre temps de travail. Je choisis de prendre mon temps de travail pour qu'on discute les deux, pour qu'avec une certaine probabilité, on apprenne quelque chose l'un de l'autre. Et qu'en donné tout ce bazar-là, qu'effectivement, on ait un milieu innovant ou pas innovant.
C'est-à-dire un milieu où effectivement ça va jouer et on endogénise ces effets. Mais c'est très compliqué et ils ont quand même des hypothèses aussi qui sont derrière ça. Sinon, je n'ai pas vu, je n'ai pas trouvé de… On a des formes réduites souvent, quand même. Oui, non, tout à fait. Il y a un autre, toujours concernant cette fonction, il y a un terme qui aurait pu être ajouté, c'est la productivité des travailleurs, l'augmentation de la productivité des travailleurs qui sont à domicile. Parce que justement, vous citiez l'étude, le papier de Bloom là, de 2015, et il montre sur les travailleurs chinois que la productivité augmente de 13%. Et c'est vrai que le fait d'avoir un environnement plus calme, le fait d'avoir moins de temps de transport et donc de les consacrer au travail, ou d'autres explications comme le fait qu'il y a moins de jours d'absence en raison de maladies, et qu'il y a quand même de nombreuses études qui montrent que la productivité augmente. C'est le cas aussi d'une étude qui avait été faite par le Bureau américain des statistiques du travail en 2007, qui montrait aussi que justement, ce qui est contraire à ce qui est supposé ici dans le modèle, que les travailleurs à domicile étaient davantage payés que les travailleurs au bureau. Donc, c'est vrai que cet élément de productivité additionnel aurait peut-être pu être… Oui, alors, attendez, voilà. Il y a une petite chose à préciser. C'est qu'ici, on dit que chaque travailleur a une unité de travail. Ce que j'ai lu dans un certain nombre de ces papiers, parce qu'il y en a quand même pas mal, il y a une littérature en management qui est quand même qui est aussi sérieux, il y a un peu de tout, mais attends. C'est que si effectivement, mon temps de commuting, je le consacre à travailler, au lieu de travailler 8 heures, je vais travailler 9 heures. Si je travaille 9 heures, je produis plus, de sorte que ma productivité moyenne ou marginale ma productivité moyenne est plus élevée. Et que j'ai une rémunération plus élevée parce que je produis plus et je travaille plus parce que je travaille plus. Bon, ici, moi, j'ai toujours mon heure de travail. Ce que j'aurais pu mettre, c'est effectivement multiplié par un coefficient qui sera apparu à différents endroits, qui aurait joué en faveur du télétravail, je suis d'accord, qui aurait repoussé le sommet de la cloche. Mais on l'avait, ce coefficient. À un moment, on a dit on en a tellement, on avait un kappa, d'accord. Alors, on en a tellement des coefficients, peut-être qu'on devrait quand même faire attention. Surtout qu'il y a quand même, madame, d'autres travaux qui sont quand même sérieux aussi, qui disent que non, à long terme, non, les gens deviennent moins productifs. Alors, si je regarde les travaux purement scientifiques, je me méfie un peu des bureaux, j'ai peut-être tort, mais dans des travaux scientifiques, aussi, on observe un truc sur 6 mois, on l'observe sur 4 ou 5 ans. On n'a pas nécessairement les mêmes effets. On l'observe, par exemple, il y a des choses très intéressantes. Je vous ai dit, le commuting, les gens détestent ça. Ils le détestent. En revanche, s'ils peuvent le faire avec un collègue de bureau, ça remonte considérablement dans la liste des activités. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, le déplacement du domicile vers le lieu de travail n'est plus perçu comme quelque chose qui n'engendre que de l'ennui, une perte de temps, etc., mais de quelque chose d'un problème avec de professionnels avec lesquels on discute avec un collègue qui va nous rendre plus productifs, qui va faire qu'on va résoudre des problèmes quand on va arriver au bureau. Ça, c'est sur les travaux de psychologues, ça. Et donc, ça, c'est intéressant, si vous voulez, aussi, parce que c'est-à-dire que si les gens pouvaient se déplacer à 2, à 3 en voiture, par exemple, ça changerait beaucoup que s'ils se déplacent seuls. Et c'est favorisé par certaines entreprises, mais c'est avec des succès quand même relativement moyens. Vous savez, dans ceci, on peut aller très loin dans ce genre d'idée également. C'est de dire, j'ai un peu peur de ça, mais c'est de dire aux gens, si vous restez travailler, si vous restiez un peu dans le même quartier, et puis vous allez jouer à la belote ou au tennis de temps en temps, et vous dites, bon, vous voyez, moi je crains un petit peu ce genre de choses. C'est pas évident, c'est tout ce que je veux dire. Simplement, si les gens travaillent plus, c'est ce que j'ai vu, ça je l'ai lu, les gens travaillent plus parce qu'ils sont chez eux, ils prennent parfois du temps du dimanche, qu'ils consacrent moins à leur famille, alors à ce moment, on les paye plus, ils travaillent, oui. Mais ici, nous sommes neutres par rapport à ce mécanisme-là. Je ne sais pas si j'ai répondu de manière claire ou pas.